On va passer la parole à Sébastien Claes, qui est responsable de la médiation à l'Espace Éthique Île-de-France. Lui aussi a une formation hybride entre philosophie et communication, puisqu'en effet, il a un master en philosophie politique et éthique, mais il est aussi un ancien du master conseil éditorial. Il est d'ailleurs aujourd'hui toujours intervenant au sein de ce master. Et dans la même logique que Michel Puech, il va partir de la question de la définition de l'attention, de la question du qu'est-ce que c'est, au fond, que l'attention et que capter l'attention, pour en venir à des considérations éthiques et de possibles comportements à adopter. Donc je vous laisse la parole pour questionner cette polysémie du terme d'attention. Bon, merci. Donc vous allez le voir, effectivement, je vais commencer à parler un petit peu de cette tension entre l'attention comme un état de conscience, comme une capacité on va dire, de traitement de l'information, à l'attention comme l'attention qu'on peut porter à l'autre et à son environnement. Et on va voir, si je réussis ma démonstration, que les deux sont liés, et que on serait peut-être aujourd'hui plutôt dans une économie de l'inattention plutôt que dans une économie de l'attention. Alors, les débats autour de cette monétisation de l'attention sont souvent, en tout cas c'est ce que j'ai constaté, décorrélés de notre expérience quotidienne d'usager des réseaux sociaux, d'utilisateurs des outils de communication ou de spectateurs de contenus publicitaires. Dans l'introduction de leur ouvrage collectif « Valeurs de l'attention, perspectives éthiques, politiques et épistémologiques », Nathalie Grandjean et Alain Lout nous disent, donc je cite, que l'attention se mesure, s'évalue et s'échange sur de nouveaux marchés dans un champ qu'il convient désormais d'appeler l'économie de l'attention. Mais la question qu'on peut poser, c'est effectivement voir de quelle attention il s'agit, cette attention qui se mesure, s'évalue et s'échange. Comment elle se manifeste à ceux qui cherchent à la capter? Comment est-ce qu'on peut l'évaluer? Quelle est sa qualité? Nous en parlons sur le modèle d'une ressource matérielle, et ce faisant, on le fait sur un mode qui est extrêmement abstrait. Alors que notre expérience de l'attention est extrêmement intime. Elle joue de manière très subtile sur notre subjectivité, nos états de conscience, nos sentiments, notre corps, nos centres d'intérêt. Et nous ne sommes pas attentifs de la même façon si nous sommes heureux, en colère, émus. De même, je ne suis pas attentif à mon environnement ou aux autres sur une plage au soleil ou dans la tempête. Alors, du coup, la question se pose, à quoi suis-je attentif? Qu'est-ce qu'on sélectionne dans le monde? Quels sont nos objets d'attention? Alors l'attention, on va le voir, elle est extrêmement concrète. Elle peut se jouer sur des expériences qui sont de l'ordre des détails, mais on va voir aussi que l'attention, elle nous fait raisonner au sens de la résonance, qui est un concept développé par le sociologue Hartmut Rosa dans un livre qui s'appelle, ô surprise, Résonance. Et on va partir pour ça d'une citation de Marcel Proust dans un passage très célèbre qui est le passage de la Madeleine, que je vais vous citer et commenter en quelques mots pour voir qu'est-ce qu'on peut déduire de l'attention à partir de ce passage qui, finalement, à ma grande surprise, quand je l'ai relu, était vraiment centré autour de cette idée. En tout cas, on peut faire vraiment une explication de texte autour de cette idée de l'attention à partir de ce passage. Donc, je vous le lis. « Je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée de miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. » Alors bon, déjà, c'est bien de pouvoir manger une madeleine et de cesser de se sentir médiocre, contingent et mortel. Bon. Et ensuite, on va essayer d'en déduire un certain nombre de considérations sur cette action, finalement, dans cet épisode, mais une action extrêmement intime. Tout d'abord, on remarque que l'attention, dans son surgissement, se produit dans une dialectique qui est très subtile entre attention et inattention.
Cet épisode se fait sur la toile de fond de l'inattention, finalement. Le personnage est particulièrement attentif parce que quelques secondes auparavant, il était absent à lui-même, il était inattentif. Je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Il n'y a pas énormément de subjectivité dans ce passage. Mais par contre, à l'instant même où la gorgée mêlée de miettes du gâteau toucha mon palais, donc là on peut dire qu'il y a une sorte de réflexe, c'est à cet instant-là, c'est immédiat, c'est instantané, c'est un réflexe. Je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Donc on voit que ce réflexe amène à penser du réflexif. Soudainement, on devient attentif à ce qui se passe en nous. Et c'est le deuxième point que je voulais signaler à travers cet extrait, c'est cet aller-retour entre l'absence de soi et une conscience réflexive de soi qui se produit dans l'attention. C'est pas uniquement le passage de l'un à l'autre, mais c'est le jeu entre l'un et l'autre. C'est la prise de conscience de soi à travers l'expérience d'un élément de son environnement, ou l'expérience de l'autre. Mais c'est aussi une manière de nous noyer dans cet environnement et dans cet autre qui est soudainement présent. C'est ce que Proust nous dit quand il dit un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. C'est-à-dire il ne sait pas d'où ça vient, soudainement il se retrouve projeté dans cette sensation sans l'avoir encore analysée. Et un court instant, nous devenons donc cet autre. Finalement, est-ce que Proust devient cette Madeleine Voilà, c'est une question, mais en tout cas, il est projeté dans cet autre sans aspect réflexif encore. Mais à travers l'expérience de cet autre, de son ingestion et de sa digestion, l'attention est un moyen de se relier à soi-même en se constituant comme un moi qui est unique et individuel. Je cite, cette essence n'était pas en moi. Donc on n'est pas un creuset que vient remplir une sensation, que vient remplir une perception. Mais cette essence, elle était moi, c'est-à-dire qu'elle est constitutive de mon moi. Vous commencez à comprendre l'importance de cette fonction de l'attention qui a déjà été soulignée par Michel Puech, c'est que l'attention est constitutive du moi. Troisièmement, et on va continuer dans cette idée, l'expérience de l'attention est une expérience extrêmement riche du temps. C'est une expérience qui a une portée biographique. C'est d'ailleurs ce qui intéresse cette expérience du temps, c'est ce qui intéresse Marcel Proust au premier chef. L'attention se produit dans le présent de la conscience, tout d'abord. Mais c'est aussi une porte ouverte qui établit une continuité de cette conscience dans le temps. C'est bien le même moi que celui qui, des années auparavant, dans l'enfance, mangeait des madeleines à Combray. C'est aussi une manière de se projeter dans l'avenir et dans les projets. L'écriture du texte lui-même est le devenir de cette expérience. Cette expérience du temps à travers l'attention, c'est ce qu'analyse le philosophe Bernard Stiegler en reprenant les analyses de Husserl. C'est-à-dire, l'attention, elle se produit au présent, mais elle rayonne dans le passé, c'est-à-dire dans la mémoire, et dans l'avenir, dans les projets, dans le désir, dans l'attente de ce qui est à venir. C'est en ça que l'attention, elle est toujours projection, elle tend vers l'action, quoi. L'attention, c'est pas simplement une sensation qui vient me remplir et puis voilà. On est attentif parce qu'on va agir. Donc pour résumer, on peut dire que l'attention n'est pas un simple état de conscience passif. Elle n'est pas automatique, ce n'est pas une mécanique qui serait quantifiable, évaluable ou mesurable si facilement. C'est toujours une manière de faire attention c'est de manière active, de faire attention à soi, de faire attention à l'autre et de faire attention au monde environnant. Et tout ça dans le même mouvement. Donc c'est une expérience très riche à travers ce passage qu'on peut effectivement constater. Donc l'attention comme capacité de concentration et de traitement de l'information est toujours intimement liée à un état de vigilance, effectivement comme le disait Michel Puech. Comme nous le dit, pour reprendre encore à Hartmut Rosa, l'attention c'est ce qui nous permet d'entrer dans un rapport résonnant avec soi-même et avec le monde. Elle engage donc un processus à la fois psychique, individuel, social et environnemental. Alors, on peut revenir maintenant, riche de cette expérience, en tout cas de l'analyse de ce passage de Marcel Proust, à ce que nous vivons quotidiennement lorsqu'on utilise des outils de captation de ce qu'il est convenu d'appeler l'attention, comme les réseaux sociaux ou les boutiques en ligne, par exemple.
Alors lorsque nous parlons de mesure de l'attention ou lorsque nous essayons de la capter par le nombre de minutes passées sur une application ou sur le nombre de pages vues, la question est de quelle attention parlons-nous vraiment ? De quel état de conscience parlons-nous ? Nous avons une conception effectivement très mécanique de l'attention. Nous pourrions la découper, l'orienter, la manipuler comme une ressource matérielle. Ce que nous pouvons faire avec ces technologies, plus exactement, selon moi en tout cas, c'est contourner cette attention. Et je vais prendre quelques exemples pour vous montrer que, paradoxalement peut-être, nous tendrions en tout cas davantage vers une économie de l'inattention plutôt que vers une économie de l'attention. Le premier exemple, je vais vous en donner 3. Le premier exemple qui reprend cette dialectique entre la conscience de soi et l'absence de soi, c'est l'expérience qu'on a tous eue en naviguant sur une boutique en ligne. Alors, les concepteurs et les UX designers ont un seul objectif, c'est d'améliorer mon expérience de navigation. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par améliorer mon expérience de navigation ? C'est en réalité de lever l'ensemble des freins ou des aspérités qui pourraient m'interrompre dans mon processus. Donc, l'expérience consommateur doit être fluide, à l'image d'un tapis roulant, on pourrait prendre cette image-là, qui nous emmènerait le plus souplement possible du produit au panier, du panier à la page de livraison et de la page de livraison à la page paiement. Sur les sites sur lesquels cet effet tapis roulant est le plus réussi, comme Amazon, il y a des fonctionnalités comme le one-click. En un clic, vous avez acheté un produit, un livre, un DVD, une passoire ou que sais-je. Et on est presque devenu, dans cette expérience du one-click, le spectateur de nos propres achats. Dans ce dispositif, on pourrait même dire que l'attention est devenue un frein à l'achat. N'est-ce pas précisément une abolition de l'attention par une technologie encourageant plutôt l'absence de soi que la culture du réflexif ? C'est ce qui se passe aussi lorsque on navigue de manière presque automatique sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'arrive, on se sent parfois hors de nous-mêmes. On passe d'un poste à un autre en regardant à peine et souvent on sort de cette expérience assez mécontent et en portant une sorte de dégoût de soi qui peut se passer on a passé tout ce temps à faire cette activité absolument inutile alors que j'aurais pu passer du temps à faire autre chose, à m'intéresser à la personne qui est en face de moi ou à lire un livre ou peu importe. Le deuxième exemple qui fait jouer cette idée de l'économie de l'inattention et qui va parler de l'expérience du temps, c'est la navigation justement sur un réseau social en ligne comme Twitter ou Facebook par exemple. Alors je le disais à l'instant, on se connecte sur ces réseaux en se disant qu'on va y trouver quelque chose d'intéressant, mais souvent ce qu'on y trouve c'est de l'ennui, alors on est dans l'attente. Mais on est rarement dans l'attention finalement. Nous entendons qu'un contenu intéressant survienne, nous alerte, nous frappe. Et c'est cette croyance-là que manipulent aussi les réseaux sociaux. On attend des nouvelles fraîches. Donc notre appréhension première d'un réseau social, c'est donc cette inattention qui prend la forme d'une navigation un peu automatique. C'est-à-dire cette navigation automatique, c'est le scroll avec le pouce. On le fait automatiquement, ça coûte rien en énergie, ça coûte rien non plus de manière cognitive, et on peut s'abîmer comme ça sur une application pendant une demi-heure. Les réseaux sociaux ne seraient donc pas des technologies de l'attention, mais plutôt des technologies de captation de la conscience dans un sens beaucoup plus large. Ce sont des technologies de la captation du temps passé. Il s'agirait alors de différencier ce qu'on pourrait appeler l'économie du temps, qui est en fait une économie de l'inattention, ou en tout cas qui joue en grande partie sur l'inattention, de l'économie de l'attention. C'est d'ailleurs ce qu'on pourrait déduire de cette citation célèbre que tout le monde connaît et que tout le monde répète partout, de Patrick Lelay. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Donc ce qu'on comprend de cette citation, c'est que TF1 vend à Coca-Cola du temps de cerveau, et non pas un cerveau attentif. L'idée est donc de prendre du temps aux utilisateurs en espérant avoir ne serait-ce qu'un peu de leur attention. Une attention comprise comme une exception dans un océan d'inattention. Nous sommes dans une attente de l'attention. Non pas dans une attente active, tendue vers un objectif, mais dans l'attente passive de la distraction, dans une attente molle, amollie.
Encore une fois, il ne faut pas se tromper. C'est avant tout l'inattention qui est travaillée par les concepteurs de programmes. Ils ne font pas la guerre de l'attention, mais la guerre du temps de conscience, ce qui est tout à fait différent. Et souvent, après avoir passé quelques dizaines de minutes sur ces plateformes, effectivement, on n'a pas eu l'impression d'avoir une expérience très riche d'attention. Parfois, on a trouvé des contenus intéressants, mais souvent, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, ce qu'il en ressort, c'est plutôt... voilà, on se demande un peu ce qu'on a fait là pendant une demi-heure, quoi. Le troisième exemple qui fait jouer l'attention comme un aller-retour entre attention et inattention, donc cette notion-là, c'est les notifications. Donc nous appelons captation de l'attention ces technologies qui nous retiennent sur une plateforme, comme ces notifications qui font jouer effectivement, comme le disait Mathilde Balsan, la dopamine. Seulement pour reprendre l'analyse du psychologue Daniel Kahneman, avec ce type de mécanique, nous faisons davantage jouer le mode de pensée qu'il appelle le système 1, c'est-à-dire un mode de pensée rapide, automatique, involontaire, instinctif, très émotionnel, plutôt que le mode de pensée qu'il appelle le système 2, plus logique et réfléchi, qui intervient dans la résolution de problèmes plus complexes. La question se pose de nouveau, quelle est la qualité de l'attention que nous souhaitons susciter dans l'esprit du public ? Peut-on vraiment appeler le système 1 de l'attention au sens plein du terme ? Alors, quand je pose la question, c'est une vraie question. Voilà. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'attention ou pas ? Voilà. Peut-être que Michel Puech pourra nous donner quelques éléments de réponse par rapport... voilà. Est-ce qu'une communication qui est riche et efficace n'est pas plutôt celle qui sait mobiliser le système 2 ? Ça aussi, c'est une vraie question. Ce n'est pas une question rhétorique que je pose ici. Donc j'ai pris ces quelques exemples, mais il y en aurait beaucoup d'autres, notamment par exemple ce que nous disait Mathilde Balsan du système Netflix qui fait démarrer une nouvelle vidéo à chaque fois qu'on en a vu une. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur ce principe. À mon sens, il montre davantage qu'on est en train de développer une économie qui cultive l'inattention. Or, l'attention est à la fois une disposition naturelle, mais aussi une compétence qui s'éduque et dont nous devons prendre soin. C'est l'une des premières valeurs de cette éthique qu'on appelle l'éthique du care, qui est l'éthique du prendre soin, de l'attention, de la sollicitude. Dans un monde vulnérable, pour une politique du care, qui est vraiment fondamentale quand on étudie ces philosophies du care, donc Joanne Tronto décrit le care de la manière suivante. Elle décrit cette activité du soin comme une activité caractéristique de l'espèce humaine qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, de perpétuer et de réparer notre monde afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nos personnes et notre environnement. Tout ce que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Alors, au moment où on parle de l'écologie environnementale, comme le faisait effectivement Delphine Pinel, on peut évidemment faire un lien entre l'écologie psychique, l'écologie sociale et l'écologie environnementale. D'ailleurs, c'est ce que fait Félix Guattari dans un livre dont je ne pensais pas vous parler aujourd'hui, mais qui s'appelle « Les trois écologies » et qui est un livre passionnant dans lequel vous pouvez vous plonger, qui vous apportera beaucoup de choses. Mais effectivement, ces trois dimensions-là sont très puissamment liées. Or, un des fondements du care qui est défini par Joanne Tronto est le caring about, le souci de l'autre. C'est le fondement de cette politique du care, c'est ce souci de l'autre, cette attention à l'autre. Être attentif, c'est être sensible aux besoins de l'autre et à ses propres besoins. Même si cette vertu de l'attention est une disposition naturelle, c'est-à-dire que je peux être attiré à l'autre par empathie ou par sympathie malgré moi, il faut aussi en faire une compétence qui se travaille. L'attention à l'autre, ça s'aiguise. On peut donc se demander quels sont les effets à grande échelle de ces technologies de l'inattention sur cette attention portée à l'autre, sur cette culture. Parce que les hommes, finalement, et les femmes, ça se cultive. Voilà, mais on peut prendre le sens de culture comme, voilà, de génération en génération, on se cultive les uns les autres pour aller vers davantage de bienveillance, disons. En tout cas, cette attention-là, elle doit se cultiver. Or, dans son livre « Aimer, s'aimer, nous aimer », du 11 septembre au 21 avril, Bernard Stiegler voit dans cette économie de l'attention ou de l'inattention une source du malaise contemporain à se projeter dans sa vie individuelle comme dans sa vie sociale et à se construire comme un individu
et collectivement, hein, comme une société, comme un collectif. Alors je le cite, je ne commenterai pas très longuement ce passage. Nous sommes aujourd'hui, en tant que nous sommes des jeux, c'est-à-dire des moi, des jeux, essentiellement visés comme des consommateurs. Or, un consommateur n'a pas le droit de dire « je ». Un consommateur n'est plus ni un « je » ni un « nous », car il est réduit au « on ». Il est dépersonnalisé, désincarné. Je suis progressivement annulé, et dans cette annulation progressive de mon « je », je ne m'aime plus. Or, si je ne m'aime plus, je n'aime plus les autres, puisque les autres ne sont jamais autre chose que le miroir de mon amour-propre. Alors, dans cette analyse de la dépersonnalisation du consommateur, on pourrait évidemment parler des audiences et des statistiques. Hein. Ces audiences, elles sont très personnalisées. On peut vous adresser des contenus extrêmement personnalisés. Ça ne veut pas dire qu'on vous considère comme un jeu. Ça veut dire qu'on a une définition très statistique de votre personnalité. Et la question, c'est est-ce qu'il est possible de se projeter ou d'avoir une expérience aussi riche que celle de Marcel Proust, une expérience réflexive et qui constitue le moi, quand justement tout vous incite à croire que vous correspondez à une définition statistique et que votre je, votre moi, est en fait un moi quasiment statistique. Voilà. C'est une question, évidemment, tout ça, il n'y a pas de réponse en oui ou en non, mais c'est des tendances, c'est des tendances vers. Pour moi, c'est justement là que réside l'une des dimensions les plus importantes de l'éthique des métiers de la communication. Il y a de nombreuses questions que je me pose sur ce sujet. C'est quelles sont les conséquences sociales de ces pratiques de la communication ou des outils que nous concevons sur l'individu et la société ? Comment ces pratiques de la communication contribuent-elles à former des individus et la société dans laquelle nous vivons ? Que peuvent faire ces métiers de la communication pour maintenir et perpétuer le monde, pour reprendre les termes de Joan Tronto ? Faut-il tracer des limites à ce que nous appelons la communication ? Par exemple, distinguer la communication de la publicité, distinguer la communication de la politique, alors que ces secteurs-là sont de plus en plus se fondent les uns dans les autres. Comment construire l'attention de nos utilisateurs plutôt que d'essayer de la contourner ? Comment se montrer responsable et attentif aux personnes à qui nous nous adressons ? Comment faire pour produire une communication ou des outils numériques plus vertueux ? Comment cette communication peut-elle devenir une source d'individuation, de création du moi, là où elle semble être par nature une source de massification ? C'est de la même façon, ce n'est pas des questions rhétoriques, hein, c'est des vraies questions qui sont posées. Ces quelques réflexions montrent à quel point la communication et les outils digitaux sont importants pour l'épanouissement des individus dans une société démocratique, que nous voulons démocratique. Elle montre aussi que ces métiers de la communication sont des métiers du soin de l'attention. Il faut prendre soin de l'attention. Alors moi, j'ai une proposition sur laquelle je vais passer rapidement, mais qu'on pourra discuter si vous voulez. En tout cas, c'est la manière dont j'ai conçu les choses en arrivant à l'espace éthique, en charge de la communication. Mais c'est de passer de cette logique de la communication à une logique de la médiation. C'est ce que j'ai essayé de mettre en œuvre dans ma pratique quotidienne, c'est-à-dire de devenir plutôt un passeur de savoir, de contenu, plutôt qu'un agitateur de forme. D'essayer de construire des réseaux associatifs qui structurent les débats, plutôt que de profiter de faux débats. De diffuser des contenus qui soient mis en contexte et qui soient intelligents, fouillés, plutôt que des contenus qui soient des contenus racoleurs et avec des positions peut-être peu travaillées, ou en tout cas qui ont simplement pour but d'être partagées sur les réseaux sociaux, d'être responsable quand on diffuse un message, de la réception de ce message, de la manière dont il va être reçu. C'est-à-dire ne pas travailler sur des veines polémiques pour ensuite profiter des controverses sur les réseaux sociaux pour travailler son image, et ainsi de suite. Et je pense que cette logique de la médiation, c'est à la fois transmettre des contenus intelligents, bien contextualisés, mais c'est aussi pouvoir faire du lien avec les gens. C'est-à-dire travailler sur le débat, travailler sur le dissensus, travailler sur la structuration du dissensus, sur la manière dont on peut construire un débat démocratique éclairé à travers des arguments travaillés
et diffuser des arguments travaillés et intéressants sur lesquels on puisse se positionner et réagir de manière la plus intelligente possible. Voilà, peut-être je ne précise pas plus que ça, mais ce que j'essaye de faire, en tout cas dans ma pratique et en travaillant sur l'attention, je m'en suis rendu compte, c'est de finalement essayer d'éveiller l'attention, mais d'éveiller l'attention au sens noble du terme. Voilà.